Bonjour à tous, merci effectivement d'être présents. Donc, comme l'a dit Anthony, on va vous parler cet après-midi du couplage entre simulation et IA sur les deux cas d'usage comme tu as parlé Anthony. Donc pour démarrer, peut-être un petit rappel, un petit tour d'horizon de qu'est-ce qu'on appelle de l'IA de manière générale. Donc dans le terme IA, on pense aujourd'hui quasiment tout de suite au LLM type ChatGPT, qui n'est qu'un sous-ensemble des IA qui sont connues et développées, utilisées sur le marché. Aujourd'hui, nous on va parler de deep learning. Donc le deep learning, il englobe tout un tas de techniques, et à côté, il y a aussi d'autres types d'intelligence artificielle, les intelligences artificielles symboliques, dans lequel il n'y a pas d'apprentissage, qui apprennent quasiment toutes seules. Donc une régression linéaire, par exemple, c'est une intelligence artificielle symbolique. Mais nous, on va s'intéresser aux intelligences artificielles qui nécessitent des données pour apprendre des tâches spécifiques. À quoi sert une intelligence artificielle? Bon, on va le rappeler également assez rapidement. Une intelligence artificielle, elle peut manipuler des grandes quantités de données qui sont issues de différentes sources et des sources assez variées, des capteurs d'altitude, de l'imagerie, etc. Donc on peut développer des intelligences artificielles qui traitent en temps réel des grands volumes de données qui sont de nature assez distincte. Les intelligences artificielles ont aussi une capacité à généraliser, alors sous certaines conditions, mais elles ont une capacité à généraliser, et donc on peut étendre le fonctionnement d'une IA à des cas d'usage, on va dire, nouveaux, pour lesquels elle n'a pas été entraînée. Donc on peut réentraîner une IA sur de nouvelles des tâches étendues par rapport aux tâches sur lesquelles on l'a entraînée initialement. Dans les inconvénients des IA, effectivement, les IA, comme les humains, elles ont besoin d'apprendre. Elles ont besoin d'apprendre, de s'entraîner, et pour ça, il leur faut soit des grandes quantités de données, et des données dans lesquelles on va expliquer à l'IA qu'est-ce qui est présent dans ces données-là. Donc on appelle ça des données labellisées. Ou alors, elles ont aussi besoin d'environnement d'entraînement. Donc il y a on verra tout à l'heure qu'il y a on va s'intéresser à deux types d'entraînement et d'IA différentes. Mais donc voilà, dans tous les cas, il leur faut un environnement d'apprentissage qui est constitué de données, ou d'un environnement particulier dans lequel on va pouvoir tester des choses et améliorer le fonctionnement de l'IA. Le fait de collecter ces données d'entraînement, de les mettre en entrée des phases d'apprentissage de l'IA, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué, assez coûteux, assez lourd, parce qu'à nouveau, il faut des grandes quantités de données. Ces données-là, elles sont pas toujours accessibles. Si on pense à des futurs systèmes et dans lesquels on va embarquer une IA, le système, il n'existe pas encore, et donc les données dont a besoin l'IA pour apprendre, elles n'existent pas. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas vraiment de solution, puisque les données réelles n'existent pas. Et donc, on va voir après que la simulation peut fournir une solution pour produire des bases de données d'apprentissage. De la même façon, quand on a parlé d'environnement d'entraînement, conduire des essais-erreurs dans un environnement réel pour mettre au point un système, c'est possible, mais c'est très long, très coûteux, et c'est assez rébarbatif, puisqu'il va falloir mettre en œuvre le système, lui faire exécuter une tâche, et ensuite lui donner un feedback pour lui indiquer si la tâche a été bien effectuée ou pas, pour ensuite poursuivre la phase d'apprentissage. Donc la simulation, de manière générale, ça fournit des environnements qui sont réalistes, ou le plus réaliste possible, ça dépend dans quel cas on se place, qui peuvent être utilisés, on le voit ici, pour faire de la simulation d'entraînement au pilotage d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs, que sais-je. Mais c'est également, la simulation, elle fournit également de la donnée qui peut être utilisée, pas nécessairement pour entraîner un humain, mais pour produire de la donnée qui va servir à faire des études. Et donc, dans les deux cas, ce qu'on va vouloir faire en simulation, c'est d'avoir des modèles de niveau de simulation qui intègrent de la physique pour produire de la donnée ou des environnements synthétiques qui seront les plus représentatifs possibles. En simulation, on a un contrôle complet sur l'environnement. Donc on va pouvoir mettre les paramètres d'entrée qu'on veut et gérer tous les cas, les situations, on va dire, classiques qui pour un pilote d'avion, soit le vol, sans aucun événement externe, et des situations extrêmes où on va générer par exemple des pannes et pouvoir mettre ce même pilote dans une situation
qui verra rarement, probablement en réel. Donc on a le contrôle complet sur les paramètres d'entrée et on a de fait, on a également le contrôle sur ce qui est produit en sortie de la simulation. Donc ça c'est hyper important parce que ça va nous permettre de produire de la donnée qui est automatiquement labellisée. Cette donnée automatiquement labellisée, c'est une donnée dans laquelle on va pouvoir dire, je sais, dans une image qui est générée dans un simulateur d'entraînement, on va pouvoir dire à chaque emplacement de l'image, là ça c'est du terrain, ça c'est je sais pas, le ciel, et ça c'est un aéronef PNI. La petite phrase qui est en bas, c'est une petite phrase qui personne, peu importe ce qu'on pense de Elon Musk, mais il dit que en gros aujourd'hui il y a on a exploité plutôt pour les LLM type ChatGPT, mais on a exploité quasiment toutes les données existantes qui ont été stockées dans un cloud quelconque. Toutes ces données numériques ont été déjà utilisées et donc on ne peut plus faire apprendre des choses nouvelles aux IA actuelles puisque on a exploité toutes les données numériques existantes pour entraîner des LLM type ChatGPT. Donc il ne reste que la simulation pour créer des nouvelles données. Voilà, donc ça on va dire que ça crédibilise l'intérêt de la simulation pour générer de données d'apprentissage. Donc maintenant qu'on a vu que la simulation qui permet de générer de la donnée synthétique automatiquement analysée et assez représentative ou très représentative, on va s'intéresser à un premier cas d'usage des mises au point d'un algorithme de deep learning. Donc dans le deep learning, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Il y a des méthodes d'apprentissage non supervisées. Donc là, on donne des données sans indication particulière. On constitue les données qui sont non labellisées comme données d'apprentissage et on va attendre que par apprentissage, l'algorithme apprenne à détecter, disons, dans ce cas-là, des clusters, par exemple, de données similaires ou colocalisées. Pour l'apprentissage supervisé, c'est là où on va avoir besoin de indiquer dès la phase, dans la donnée d'apprentissage, on va avoir besoin de labelliser la donnée et donc indiquer dans le cas présent qu'est-ce qui est un point vert et qu'est-ce qui est un point ennemi. Et on va ensuite on va attendre que l'algorithme apprenne à reconnaître un point vert versus un point rouge. Et on parlera du troisième type d'apprentissage plus tard. Donc pour ce premier cas d'usage, on va s'intéresser à l'apprentissage supervisé. Et pour ça, on va prendre un cas d'usage dans lequel on va faire des traitements d'images radar. Et pour rappel, le radar, c'est un système d'observation de surveillance qui a des avantages assez forts, qui sont notamment de pouvoir faire de l'imagerie par tout temps. Ce système-là, il a une capacité également à voir à travers le feuillage. Donc ça, c'est intéressant par rapport au système optronique traditionnel. Et puis, qui est un système qui est très sensible aux métaux. Par contre, c'est un système qui fournit des images qui sont plutôt de basse résolution, assez bruitées et assez complexes à comprendre. Donc si je vous montre l'image qui est ici, est-ce que vous êtes capable de reconnaître ce qui est présent dans l'image? Non? Personne? Ok. Donc c'est les pyramides de Gizeh. Vous devez voir soit... Voilà. Donc ça c'est l'image Pardon. Hop. S'il vous plaît, passe. Et puis... Donc c'est les pyramides de Gizeh. Donc ça c'est l'image qui est issue de Google Maps. Et avant c'était l'image radar. Je vais pas revenir en arrière japonais avec sans opette. Mais donc on voit bien que cette image-là, on la comprend tout de suite. On comprend que c'est dans le désert et on reconnaît la forme des pyramides. L'image radar, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué de reconnaître ces mêmes éléments. Donc ici, à partir de ce constat-là, donc qui est le fait que c'est assez compliqué de reconnaître pour un opérateur des objets dans une image radar, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre au point un algorithme qui permet de reconnaître des objets dans une image radar. Et donc pour ça, puisque des images radar, il en existe en source alerte, en tout cas il en existe très peu, on a utilisé un simulateur qui a été co-développé avec la DGA, qui s'appelle MOSCEL et qui permet de produire des images radar, les images SAR, de manière paramétrique et donc en grande quantité.
On a mis également au point une méthode qui permet de faire de l'augmentation de données, c'est-à-dire partir d'une image simulée qui est trop parfaite et de venir la perturber, la dégrader un peu pour la rendre plus représentative d'image réelle. Et on a produit ainsi des bases de données d'images simulées augmentées qui représentent des centaines de milliers d'images. Et on a utilisé ensuite ces images-là comme base d'apprentissage pour mettre au point un algorithme de reconnaissance de cibles, donc là en l'occurrence de véhicules qui étaient des véhicules militaires blindés ou autres. Et ensuite on a évalué ce modèle-là une fois qu'il a été entraîné sur des images réelles, images qu'on n'avait jamais vues. Et pour le coup, on obtient avec cette méthode-là, de simulation, augmentation de données, entraînement d'un algorithme de deep learning pour faire ces tâches de reconnaissance, on obtient une précision de bonne classification qui est au-delà de 80%, ce qui est un très bon résultat pour ce type de tâches-là. Et donc à nouveau, ça a été fait complètement dans un environnement, enfin avec des données purement simulées. On s'est ensuite intéressé à la tâche de détection et non plus de reconnaissance. Tout à l'heure, on était dans le cas de la reconnaissance d'objets. Là, cette fois-ci, on essaie de détecter des objets dans des images assez grandes et donc juste de détecter la présence d'objets. Et donc là, on a utilisé une approche un peu hybride où on a utilisé des fonds de données mesurés et on est venu incruster avec le même simulateur, on est venu incruster des objets simulés à l'intérieur de flux mesurés. L'avantage de cette approche-là, c'est que on ne se pose pas la question de la représentativité du flou, puisque c'est un fond mesuré et il faut juste incruster les objets au bon endroit. Et donc avec la même méthode, donc création de base de données d'apprentissage, cette fois-ci avec des images hybrides, on obtient entraînement de détecteur qui est basé qui est également une intelligence artificielle. On a cette fois-ci un taux de bonne détection qui est de 90%, qui est à niveau un score qui est vraiment très bon. Je précise que tous ces travaux-là ont été faits en partenariat, dans le cadre de projets que menés avec la DG. Pour le deuxième cas d'usage, on va cette fois-ci s'intéresser à une technique qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Donc, dans le premier cas, on a vu qu'on avait besoin de données labellisées pour entraîner notre IA. Cette fois-ci, en fait, on va avoir une IA qui va apprendre en fonction on va lui demander d'apprendre des tâches qui ont un effet sur l'environnement et on va évaluer si l'effet produit et le résultat est scripté. Et on va donc avoir une fonction qu'on appelle fonction de reward qui évalue l'impact de l'action sur l'environnement et qui va indiquer à l'agent qu'on essaie d'entraîner si l'action a eu le résultat escompté ou pas. Et en fonction de cette récompense, l'agent va adapter son action pour s'approcher du résultat escompté et avoir la récompense ou le reward la plus élevée possible. Et donc, à nouveau, là, si on essaie de faire ça dans le monde réel, typiquement avec un robot qu'on entraîne à faire des actions comme de la marche ou ramasser un objet, eh bien, à chaque action qu'il va faire, il va pouvoir utiliser ses capteurs pour évaluer si l'action a été réussie ou pas et recommencer jusqu'à réussir complètement l'action. Par contre, on voit que c'est un processus qui est très long. Et donc, ce que nous, on a essayé de faire, c'est de faire ça dans un environnement intégralement simulé. Donc, de mettre au point l'IA qui contrôle les actions dans un environnement simulé et d'avoir également les fonctions de reward qui sont intégrées dans cet environnement simulé. Et donc on a appliqué ça à des tâches de guidage navigation. Donc on a travaillé avec l'université de Rennes sur un projet de maquette de lanceur réutilisable qui est également fait en partenariat avec le CNES. Et donc, sur la base des travaux de l'Université de Rennes et du CNES pour ce contrôle de lanceurs réutilisables, on a essayé de développer de notre côté une IA qui pilote la phase de réatterrissage du lanceur. C'est ce qui se passe. Et donc, pour ça, on a créé un environnement de simulation dans lequel on va pouvoir piloter tous les paramètres de l'environnement que sont là notamment ça va être le vent et puis on a une fonction qui guide
enfin notre agent en fait c'est l'agent qui vient guider le lanceur pour réatterrir. On va lui imposer des contraintes pour l'attitude dans laquelle et la vitesse à laquelle il doit réatterrir. Et on a développé donc comme ça cet environnement de simulation et l'algorithme de pilotage du lanceur tourne dans l'environnement de simulation. Et ici, on envoie une restitution visuelle, mais c'est qu'une restitution visuelle des résultats qui ont été obtenus. Et donc à la fin, on obtient un réseau de neurones qui est très léger, parce que le but c'est qu'il puisse être embarquable dans un système réel. Donc un réseau de neurones qui fait 2 fois 64 neurones, donc qui est vraiment extrêmement léger, qui a été entraîné pendant seulement quelques dizaines d'heures. Donc c'est très rapide. Bon, avec un modèle qui est extrêmement simplifié par rapport au réel, mais pour lesquels on obtient des résultats qui sont très bons. On avait essayé des approches des algorithmes génétiques et pour lesquels on n'avait pas de bons résultats. Donc cette approche-là aujourd'hui nous semble être assez probante. Et on a essayé des manœuvres un peu plus compliquées. Donc là, l'avantage d'être en simulation, c'est qu'on peut mettre au point d'autres types de lois de commande. Et donc ici, c'est la commande pour les connaisseurs qui s'appelle le belly flop, qui est le passage du mode de l'horizontale à la verticale et à l'atterrissage de la navette. Et l'avantage de cette approche-là, c'est donc effectivement, comme j'ai dit, qu'on peut entraîner des IA à faire différentes tâches et on peut même réentraîner les IA une fois qu'on a le premier résultat en rajoutant de la complexité dans la simulation. Typiquement, aujourd'hui, on a le vent qui est régi par la simulation, mais on va pouvoir ajouter de nouvelles contraintes sur la puissance l'écart de puissance des réacteurs entre 2 battants, par exemple, qui est centrale. Et donc, on va pouvoir réentraîner le billard en ajoutant de plus en plus de représentativité. Et pour finir, on a testé cette approche-là sur un dernier cas d'usage, qui est un cas d'usage qui est également du guidage navigation. Et là, cette fois-ci, on va vouloir guider un colis aérolargué en agissant en fait sur les drisses d'une voile ça ressemble à une voile de parapente. Et de base, c'est exactement la même approche que pour le lanceur. On développe un agent par IA. On change juste la fonction de récompense et la façon dont on évalue l'action par rapport à ce qui était ce que demande de faire à l'IA. Et voilà. Et donc ici, on a d'une façon une représentation visuelle de ce réseau de neurones qui a été entraîné en quelques dizaines d'heures également. Donc l'entraînement est assez rapide. Ce qui est long, c'est mettre au point les fonctions le modèle de simulation et les fonctions de récompense. Et donc là, on voit en fait on voit l'IA qui essaie de suivre l'espèce de filin virtuel qui est noir. Et on a développé une petite démo que vous pourrez essayer tout à l'heure sur l'écran à côté, où vous pouvez vous confronter en fait à l'IA qu'on a développée. Donc vous pouvez avec une manette essayer de guider le parachute pour le faire tenir sur la ligne noire et voir si vous êtes meilleur que l'IA ou pas. Voilà, donc en conclusion, j'étais assez rapide sur ces différents sujets. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. Mais en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que la simulation peut être utilisée pour entraîner une IA, puisqu'elle produit de la donnée qui vient compléter les données réelles, voire même pallier le manque de données réelles dans certains cas, les systèmes n'existent pas du tout, qui évite des essais-erreurs, des phases d'essais-erreurs qui peuvent être très longues et très coûteuses, et qui donne le contrôle complet sur l'environnement, et qui permet de générer quantité de cas en dehors des cas, on va dire, classiques, d'aller chercher des cas aux limites dans les cas qui ne devraient jamais arriver pour produire le maximum de données le plus représentatif de l'ensemble des cas possibles que va rencontrer un système. Ces données-là sont automatiquement labellisées et on peut fusionner de la donnée virtuelle avec de la donnée réelle, ce qu'on a vu dans le cas de la détection sur une image radar. Et quand on produit de l'environnement flexible, on peut également contrôler la physique et simuler des contraintes physiques qui représentent les contraintes opérationnelles du système. Et puis, on peut faire de l'entraînement, on va dire, un peu de réapprentissage dans ces environnements.